20h sur la magie de la télé. Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans l'édition du soir. Au sommaire de cette édition, l'issue du feuilleton judiciaire concernant l'ancien maire de Guédiawaye et son épouse semble proche. L'un de leurs avocats, Maître El Hadj Diouf, a annoncé que la justice a finalement autorisé la consignation de la somme de 240 millions de francs CFA. Étape cruciale vers leur libération. Nous y reviendrons au cours de cette édition. Et puis, utilisation des 8 milliards de francs CFA de Bakel, Gumsobop annonce une plainte contre Ousmane Sonko et plusieurs membres du gouvernement. Le mouvement de Bougane Gueye Dany exige la lumière sur la gestion de cette enveloppe. Vous entendrez les explications de Babacar Ndiaye. Il est le chargé de com du mouvement Gumsobop au micro de Mansour Diassé et Boubacar Diagne. Le reportage du jour, les folions, les artistes de rue ou les percussionnistes voient leur activité tourner au ralenti pendant l'année scolaire. Certains reprennent leurs anciens métiers, d'autres s'adonnent à la danse ou aux répétitions en attendant la prochaine saison. C'est un reportage à suivre dans ce journal. Nous parlerons également de l'actualité internationale. Voici le sommaire, le développement dans quelques instants. Rebonsoir mesdames, messieurs, merci de votre fidélité. Démarrons l'édition du soir. Le président du collège des juges d'instruction, Idriss Diarra, du pôle judiciaire financier, a finalement accepté l'offre du cautionnement solidaire de 240 millions de francs CFA faite par l'ancien maire de Guédiawaye, Alioune Sall, et son épouse Aïssata Sall. Le juge Diarra a signé l'ordonnance au vu d'un cautionnement à la Caisse des dépôts et de consignation. L'information a été confirmée par l'un de leurs avocats, Maître El Hadj Diouf, poursuivi pour blanchiment de capitaux et association de malfaiteurs. L'ancien directeur général de la Caisse des dépôts et de consignation, Alioune Sall, et son épouse tentent d'éviter un mandat de dépôt. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. À part ça, parlons d'autre chose. Le mouvement Gumsobop, dirigé par Bougane Gueye Dany, a annoncé ce lundi déposer une plainte. C'est pour exiger des éclaircissements sur la gestion des 8 milliards destinée à la lutte contre la montée des eaux à Bakel, une plainte qui vise certains membres du gouvernement. Écoutons Babacar Ndiaye, chargé de communication du mouvement Gumsobop. Il est au micro de Mansour Diassé et de Boubacar Diagne. Avec la même période, jour pour jour, les populations de Bakel ont été victimes du débordement du fleuve Sénégal, avec des situations vraiment dramatiques. Si on s'en souvient bien, d'ailleurs même le président Bougane avait fait ce déplacement pour les secourir, pour les aider et compatir avec eux. Mais par la suite, on a su ce qui s'était passé. L'État actuel, à travers le Premier ministre, avait fait un poste pour annoncer un décaissement de 8 milliards pour secourir les populations de Bakel. Maintenant, jusque-là, rien n'a été prouvé par rapport à ça. Le maire de Balou, on l'a entendu, il a dit que les populations n'ont rien reçu jusqu'au moment où nous parlons. Mais si on éjecte 8 milliards dans une localité, il ne s'agit pas de demander si les gens ont reçu ou pas. Parce que 8 milliards, ce n'est pas n'importe quelle somme. En plus, lors de la dernière conférence de presse du gouvernement, nous avons entendu le ministre de l'Hydraulique, Cheikh Tidiane Dièye, faire des déclarations aux allures d'affirmation sur l'utilisation de cet argent. Il s'est même permis de dire que ces 8 milliards ont été utilisés à travers des transactions financières, des transactions électroniques, que ce soit Wave, excusez-moi de la publicité, ou Orange Money. Maintenant, nous voulons qu'ils nous disent comment cet argent a été utilisé, qui a reçu et qui n'a pas reçu. Raison pour laquelle le mouvement Gumsobop, à travers les cadres du mouvement Gumsobop les Djambar, ont décidé de porter plainte au niveau du pôle judiciaire financier ainsi que dans les autres juridictions compétentes pour qu'ils nous édifient sur l'utilisation de cet argent. En commençant par le Premier ministre Ousmane Sonko,
du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'assainissement Cheikh Tidiane Dièye, aussi Madame la ministre de la solidarité nationale. C'était Babacar Ndiaye, le chargé de communication du mouvement de Bougane Gueye Dany, Gëm Sa Bopp. Actuellement, parlons d'autre chose dans un contexte marqué par une crise économique persistante pour de nombreuses entreprises au Sénégal. L'Association des professionnels du recouvrement a officiellement lancé ses activités ce samedi. Objectif, professionnaliser le recouvrement des créances afin de soutenir la relance économique. Son président Ousmane Kanté revient sur les enjeux de cette démarche. C'est au micro de Abdoulaye Ndiaye. Aujourd'hui, nous constatons, comme dans tous les pays du monde, que le monde fait face à une inflation galopante qui met à genoux un peu tous les économies du pays, et le Sénégal n'est pas épargné par ce fléau. Donc, force de cette prise de conscience, donc nous les acteurs de recouvrement du Sénégal, nous avons senti la nécessité donc, de nous dire qu'il est temps qu'on puisse collecter, capitaliser les expériences que nous avons pour que ceci puisse être bénéfique pour notre tissu économique. Une entreprise sur 3, avant d'être à l'âge de 3 ans, se trouve malheureusement en faillite. À cause de quoi? À cause d'un manque de disponibilité. Qui parle de manque de disponibilité, pas que de manque de cash. Qui parle de manque de cash, parle tout simplement d'une absence totale de financement de son exploitation. Et quand on ne finance plus son exploitation, qu'est-ce qui va se passer? L'entreprise malheureusement va mettre les clés devant sa boutique. La mise en place de cette association va permettre de pouvoir assainir l'économie du Sénégal. Quand on parle d'assainissement, ça veut dire tout simplement permettre à notre économie de pouvoir compter sur soi-même d'abord, comme le disent les autorités aujourd'hui. Il ne suffit pas seulement peut-être de taxer, il suffit aussi de donner les outils qui vont permettre à ces entreprises de pouvoir se dire nous pouvons être compétitifs. Ce lundi 13 octobre est célébrée la journée internationale pour la réduction des risques de catastrophe. L'augmentation des coûts de catastrophe reflète l'impact croissant du changement climatique et des mauvais choix en matière de développement. Les pays sont confrontés à des événements naturels de plus en plus graves. C'est un reportage de Nélen Ndiaye. Chaque 13 octobre est célébrée la journée internationale pour la réduction des risques de catastrophe, une commémoration qui vise à promouvoir une culture mondiale de sensibilisation aux risques et de réduction des catastrophes. Le Sénégal n'est pas en reste. Au Sénégal, alors on parle très souvent de changement climatique qui, en tout cas, se manifeste au Sénégal par une intensification des aléas météorologiques. On assiste très souvent à une intensification des pluies extrêmes. Par exemple, on a noté cette année au Sénégal une pluie de 145 à 150 à Tambacounda, qui peut être une pluie de récurrence bidécennale ou même centenaire. Ce type d'aléa aujourd'hui est devenu de plus en plus fréquent. Et récemment, il y a 3 jours de cela, on parle de phénomènes de grêle qui, même si c'est des phénomènes naturels, n'arrivent pas très souvent au Sénégal. Au Sénégal, l'ANACIM, l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, est chargée de superviser les activités météorologiques, climatologiques et scientifiques liées au changement climatique du pays. En ce qui concerne l'ANACIM, notre rôle est stratégique dans la réduction des risques de catastrophes. Nous fournissons ainsi des données d'observation fiables, des prévisions météorologiques à court, moyen et long terme, et surtout des services d'alerte pour appuyer une prise de décision rapide et efficace. Nous contribuons également à la planification des risques avec les acteurs nationaux. Nos services d'alerte météorologique émis à temps permettent aux autorités, aux agriculteurs, aux pêcheurs, aux éleveurs et aux populations en général de pouvoir prendre les mesures nécessaires pour sauver des vies et limiter les dégâts. Toutefois, l'impact de ces risques peut être réduit grâce à des efforts proactifs et systémiques. En tant qu'association, on a assisté à des mesures aujourd'hui que l'État du Sénégal met en œuvre dans ce qu'on appelle la riposte, dans l'anticipation et la planification, mais également dans la mise en œuvre de projets tels que le PESIS, mais aussi à l'usage aujourd'hui
des technologies qui sont nouvelles, telles que la cartographie, le modèle numérique de terrain, qui permettent d'améliorer un peu la connaissance sur les risques. L'accélération de la crise climatique entraîne une multiplication et une amplification des catastrophes qui, en espace d'un instant, détruisent des vies, anéantit des moyens de substance et annulent des décennies de progrès en matière de développement. Un atelier entre les députés de l'Assemblée nationale, les membres de la société civile et l'ONG ASSI s'est tenu ce lundi 13 octobre. L'objectif visé est de mutualiser leurs forces sur les enjeux liés à l'adoption climatique locale, mais aussi discuter sur les possibilités de mettre en place un fonds dédié au financement des initiatives endogènes. À ce propos, écoutons Samba Dang, le député. Il s'est exprimé au micro de Mansour Yassé. Les parlementaires que nous sommes, nous avons besoin des données probantes, des données scientifiques claires qui peuvent nous permettre toujours de changer au moins notre discours, de changer au moins notre vision, de changer au moins nos comportements et notre compréhension par rapport à certaines choses. Et c'est pour cela Action Solidaire Internationale est venue capaciter les parlementaires, donc leur donner un certain nombre d'outils par rapport au changement climatique, mais surtout par rapport aux capacités d'adaptation. Et vous ne pouvez pas amener un peuple à s'adapter par rapport au changement climatique sans avoir des lois qui vont les permettre donc de pouvoir être dans ce cadre. Et aujourd'hui, nous avons vu que les changements climatiques occupent une place très importante donc dans le budget. C'est pourquoi on parle de budget vert. Mais est-ce que l'applicabilité donc de ce budget-là par rapport aux populations, est-ce que les bénéficiaires ont les retombées par rapport à ça? C'est pourquoi donc Action Solidaire Internationale va essayer donc de sensibiliser, de capaciter les parlementaires, de leur montrer de comment ils vont mettre le doigt sur le curseur, de montrer aux décideurs que nous devons faire beaucoup plus d'efforts pour l'adaptation face au changement climatique. C'était le député Samba Dang. À l'instant, parlons éducation. L'examen d'entrée en 6e est supprimé au Sénégal à compter de l'année scolaire 2025-2026. Cette décision s'inscrit dans une réforme plus large du système éducatif visant à moderniser les évaluations. Une mesure saluée par Abdoulaye Diallo, chargé de revendication à l'UDEN, même s'il estime que l'État a pris cette décision de manière unilatérale. Il est joint au téléphone par Mansour Yassé. C'est une mesure qu'on a prise via d'abord une circulaire du ministère de l'Éducation nationale, même si nous estimons qu'il devait y avoir au préalable une concertation entre acteurs. Mais nous sommes aussi une organisation syndicale qui est là pour la défense de l'école sénégalaise, pour la qualité effectivement, mais aussi la défense des intérêts de ces acteurs. Alors c'est une mesure que nous estimons être salutaire parce que tout simplement c'est un vieux projet qui était là depuis des années. On en avait discuté avec les ministères de l'Éducation nationale qui se sont succédés au perchoir. Nous avons toujours estimé qu'il fallait réformer le passage entre l'élémentaire et le moyen secondaire parce que tout simplement le système de tamis n'était pas un bon système, parce que tout simplement le système d'évaluation posait beaucoup de difficultés. Et maintenir le certificat de fin d'études élémentaires, c'est un diplôme, le premier diplôme de l'enfant. Aussi, nous devons ouvrir les filières d'orientation. On ne doit plus se permettre d'orienter tout simplement les élèves au niveau de l'enseignement général. Si on supprime l'entrée en 6e, nous aurons encore des effectifs pléthoriques dans les classes en ce qui concerne le moyen secondaire. Donc, il faut ouvrir d'autres filières pour élargir encore l'offre, pour permettre aux jeunes enfants de sortir avec des diplômes professionnels pour intégrer le marché de l'emploi aussitôt après la sortie dans les écoles. Vous savez, c'est toujours dans le sillage de vouloir simplifier la chose là, parce que tout simplement, ce qu'on avait l'habitude de voir, c'était d'administrer les épreuves et 1 à 2 semaines après, convoquer encore les acteurs pour qu'ils reviennent faire ce que l'on appelle la correction dans les centres qui sont retenus par les IEF et les IA. Maintenant, on doit aller vers la tenue de ce CFE au niveau des centres. Immédiatement, on fait simultanément l'administration des épreuves et la correction au niveau des centres. Et 10 jours après, nous aurons les résultats. Et puis, en période hivernale, l'entretien des poulaillers devient un véritable casse-tête pour les éleveurs et vendeurs de poulets entre chaleur intense
Humidité persistante et conditions météorologiques difficiles, il leur faut redoubler d'efforts pour maintenir un environnement sain et sécuritaire pour les volailles. C'est un micro-trottoir réalisé par Amsatou Gano et Boubacar Diagne. On entretient tout le temps nos poulaillers car pour nous c'est une obligation. C'est pourquoi tous les 2 ou 5 jours nous les nettoyons proprement pour ne courir aucun risque. L'hygiène doit être obligatoire pour les éleveurs, de même que pour les vendeurs. Si nous ne nettoyons pas les poulaillers, les clients n'auront pas envie de venir nous aborder. C'est la raison pour laquelle je nettoie le meilleur, afin de permettre à la clientèle de venir acheter. Nous adaptons les mêmes habitudes pendant l'hivernage, car vous savez que l'élevage des poulets demande énormément d'efforts et de temps. C'est pourquoi beaucoup de personnes ne s'engagent pas dans l'élevage lors de la période hivernale. Lorsque la pluie touche les poulets, ils risquent de ne pas grandir normalement. L'être humain devient malade s'il ne vit pas dans la propreté, encore moins les animaux, car ils sont plus sensibles à la saleté. Lorsqu'il pleut, beaucoup de poulaillers se retrouvent humides, donc cela peut rendre les volailles malades. Ce qu'on doit manger doit être hygiénique pour ne pas rendre les gens malades. Donc la propreté est essentielle. C'est la raison pour laquelle tous les 2 jours, on change les granulés de bois. Quand une personne ne nettoie pas son poulailler, les volailles seront toujours victimes de maladies et qui touchent les pieds. À un moment donné, cela pourrait empêcher les poulets de marcher. C'est pourquoi l'hygiène est importante. En tournée dans la région de Tamba et les responsables de la Mutuelle sociale nationale des artisans ont signé une convention avec l'association des conducteurs de Jakarta après avoir pris conscience de l'importance de la mutuelle et des risques de leur métier. Une satisfaction pour le PCA de la Mutuelle des artisans Hassan Gueye que je vous propose de suivre au micro de Amadou Diallo depuis Tambacounda. Bon, nous sommes en tournée de sensibilisation envers les OPA des artisans, mais dans les 14 régions, à savoir Kédougou, Tamba, Kaffrine et Diourbel. Et sur ce, on a eu vraiment à discuter avec l'association des motos Jakarta de Tamba, dirigée par M. Mohamed Ndiaye, qui ont voulu vraiment entrer dans cette mutuelle. Donc notre présence aujourd'hui au niveau de la chambre de métier, sous la présence de M. Abdoulaye Sarr, président de la chambre de métier de Tamba, on a expliqué à nos interlocuteurs vraiment les bienfaits de cette mutuelle. Notre mutuelle est crédible, d'autant plus que c'est depuis 2021 qu'on a mis en place la mutuelle. On a fait 2 ans de mise en place pour s'assurer que cette mutuelle aura une continuité, je ne dirais pas éternelle, mais très longue. Et sur ça, on remercie quand même l'État du Sénégal qui a voulu mettre en place cette mutuelle à travers le RSPC, régime simplifié pour le petit contribuable, qui sert de base pour que les informels puissent avoir la protection sociale. Et c'est avec le ministère de l'Emploi, via la direction de la DPS, qui a mis en place cette mutuelle et pilotée en commun accord avec les artisans. Notre priorité, ce n'est pas de construire des bâtiments ou bien d'acheter des voitures ou bien non. Notre priorité, c'est payer les prestataires pour que nos bénéficiaires puissent avoir accès vraiment, comment dirais-je, aux soins de santé. Et pour le reportage du jour, les folions, les artistes de rue et les percussionnistes voient leur activité tourner au ralenti pendant l'année scolaire. Avec la fin des vacances, ils délaissent peu à peu les places publiques. Certains reprennent les anciens métiers, d'autres s'adonnent à la danse ou aux répétitions en attendant la prochaine saison. Nous sommes allés à leur rencontre pour découvrir leur quotidien entre passion et patience. C'est un reportage de Neyfatou Diop. Tambour, cris et danse, le jeu du faux-lion anime les quartiers dakarois pendant toute la période des vacances. Mais à l'approche de la rentrée scolaire, le rythme s'essouffle.
Les jeunes spectateurs retournent en classe et les troupes de Folion rangent leurs masques et leurs costumes colorés en attendant la prochaine saison. Mass Mbaye, l'un d'entre eux, nous explique les difficultés rencontrées durant cette période. So gisee des fois dina taxaw du taxaw parce que des fois di nga dal ci ay spectacle, des fois di nga dal ci ay simb yoo xam ne sax tamit day am ci période année scolaire mais bariwul parce que simb validé wuñu ko fekkoon lu ñu validé mu am récépissé xam tey mën nga ciy yëngu mais teewul it ñu ngi yëngu ci yeneen côté ci art waaw ndax maa ngi ak sama salle de danse yor ay xale xam nga nekk ci ak ñoom di ci liggéey. Leurs principaux alliés, les percussionnistes, vivent le même calvaire car souvent ce sont leurs instruments que les forces de l'ordre saisissent pour les ramener au poste de police. Vieux Kaba nous raconte. Il y a beaucoup de difficultés parce que parfois il y a les policiers qui viennent. C'est ça, et ça nous nuit un peu quoi. Parce que nous on a l'art quoi. Voilà, dans le sang. Voilà. Les policiers doivent avoir un peu de compréhension. Parce que quand il vient, il prend nos percussions, il l'amène à la police. Et après on doit payer pour le récupérer. Voilà. C'est un peu dur quoi. Mais non, il faut qu'ils viennent en aide aux Folions parce que c'est très dur. Très dur. Simbo, c'est très dur. Ces Folions ont pourtant tous un autre métier en dehors de leur art qu'ils qualifient de passion. Mass Mbaye, lui, est cordonnier. Man, à part de Simbo, maa ngi ak sama spectacle damay joxe ay cours de danse ndax damay am ay élèves yu jógee Amérique di ñëw fii ma leen di jàngal à part loolu tamit jàng naa métier am naa métier cordonnier laa ndax am na ci génne yu bari ñoom ñëpp am métier nag kenn ku ci ne da nga am métier man cordonnier laa ndax cordonnier laa jàng bi ma bàyyee école moom laa njëkk a jàng sax avant mooy dugg ci wàllum fecc xam nga mais nag li tax nag mënuma bàyyi simb nag simb moo ma def tey li ma doon waaw sama passion la. Alors que Vieux Kaba, pour sa part, exerce le métier de tailleur. Je suis tailleur. Moi, je suis tailleur professionnel, machallah. C'est ce que j'exerce avant de faire même l'art. Parce que c'est dans le sang, quoi. L'art, tu ne peux pas le laisser derrière. Même si j'ai pas de programme pour aller faire de l'art, je suis dans le terre. Voilà, je couds mes habits, tout ça. Voilà. Malgré les difficultés rencontrées et le manque de reconnaissance, ces passionnés promettent de rugir encore plus fort la saison prochaine. Mais ils interpellent aussi l'État du Sénégal pour qu'il reconnaisse et régularise le jeu du Folion, symbole vivant de la culture urbaine dakaroise. À l'instant, parlons de l'actualité internationale convoquée ce lundi 13 octobre 2025 par le parquet national financier pour connaître les conditions de son incarcération consécutive à sa condamnation dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Nicolas Sarkozy est désormais fixé, selon des sources proches du dossier cité par l'AFP. L'ex-président de la République sera incarcéré le 21 octobre à la prison de la Santé à Paris. Toujours pour l'actualité internationale, le président malgache a été exfiltré par un avion militaire français le 12 octobre 2025. Selon RFI, un accord avec le président Emmanuel Macron aurait permis cette exfiltration. Les autorités françaises indiquent qu'elles n'interviennent en aucune manière dans la crise malgache. Ce pays est secoué depuis le 25 septembre par des manifestations réprimées contre les coupures d'eau et d'électricité qui se sont muées en contestation contre le pouvoir et des appels à la démission du chef de l'État. Avant de mettre fin à l'édition du soir, mesdames et messieurs, revenons sur l'affaire Alioune Sall et Aïssata Sall à la suite de leur comparution devant le président du collège des juges d'instruction Idrissa Diarra du pôle judiciaire financier. Le couple a été libéré. L'ancien maire de Guédiawaye et sa femme ont été placés sous contrôle judiciaire après avoir consigné une caution solidaire de 240 millions de francs CFA. Cependant, il demeure inculpé
pour association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux, corruption et trafic d'influence. Une information judiciaire a été ouverte. Et ceci met fin à l'édition du soir. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir reçu.